Bienvenue à tous au cœur du salon AgriDays pour cette nouvelle émission consacrée au bien-être animal. Une question qui préoccupe le grand public, qui est aussi essentielle pour les éleveurs, ils vont nous le dire. Alors à mes côtés, Éric Leroy, bonjour. De la ferme de Pennerven, vos vachettes gabéricoises fabriquent du lait et vous faites aussi de la culture. C'est ça. Aussi également avec nous, Adrien Montefusco, bienvenue. Vous êtes éleveur de porc à Saint-Yvi et Agri-Twitos. Et puis docteur Toudou, vétérinaire rural, très présent aussi sur Twitter, auteur de Bref des tables, on en parlera. Docteur Toudou, docteur en blouse marron, chaussant les bottes et sentant la bouse. C'est votre présentation, vous ne manquez pas d'humour. Bah oui. Pourquoi Toudou, tout simplement? Tout simplement parce que c'est mon surnom d'école. Mon prénom étant Tudual, donc voilà, c'est un surnom qui m'est resté. Quand on parle de bien-être animal, messieurs, pour vous, voilà, c'est une évidence de bien traiter ces animaux. Éric? Oui, évidemment, parce que quand un animal quand il se sent bien dans son environnement, il nous le redonne, soit pour moi en production de lait, donc moins malade, l'animal est épanoui. Donc ouais, c'est important que l'animal qu'il ait du bien-être. Ouais. Adrien? Oui, si on fait ce métier-là, c'est pour le contact avec les animaux aussi, donc c'est logique qu'on s'en occupe bien et comme dit Éric, ils nous le rendent aussi à leur façon. En quoi le bien-être animal, finalement, est intimement lié, indissociable du bien-être de l'éleveur? À partir du moment où la relation avec les animaux se passe bien, ça facilite beaucoup le travail, en fait. Et ça nous permet aussi de travailler en sécurité, dans un troupeau qui est serein, qui est calme. On peut intervenir facilement autour des animaux sans prendre de risques. Éric, voilà en quoi ce lien est vraiment indissociable. Comme disait Adrien, c'est vrai que les animaux sont beaucoup moins nerveux. C'est vrai que du coup, le contact, les bêtes viennent plus facilement vers nous et il y a une complicité. Hein. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Un agriculteur qui va bien, du coup, les animaux iront bien aussi? Oui, sûrement. Ouais. Oui, évidemment. Quelle relation vous avez avec vos bêtes, Éric? Comment voilà, pour le grand public, qu'est-ce que vous aurez envie de décrire? Relation avec les bêtes, déjà, ça commence dès la naissance. C'est vrai que c'est ça le premier contact. Et c'est vrai que on passe beaucoup de temps avec nos bêtes, donc on les caresse, on leur donne à manger et à boire. Donc c'est vrai qu'après, le contact est journalier. Et c'est vrai qu'après, tout au long de la vie, on les suit. Donc c'est un joli métier. C'est un métier de contact avec les animaux. Ouais. En cette période de Covid, les relations entre les gens sont un peu distendues, mais avec les animaux, on a encore le droit de faire des câlins. C'est ça. Et Adrien, voilà comment vous décririez votre relation avec vos animaux? Alors, avec les cochons, c'est un peu différent que les vaches. C'est pas le même animal. Donc, c'est un animal qui est très sociable, mais plutôt entre eux qu'avec l'homme. Il faut rentrer dans leur communauté. Voilà. Il ne vient pas naturellement vers l'homme. Donc, c'est un long apprentissage aussi. À partir du moment où une truie rentre dans le troupeau, passer beaucoup de temps pour qu'il s'habitue à notre présence. L'idée, c'est d'essayer de se fondre en fait dans le troupeau. Je ne veux pas dire qu'on se comporte comme des cochons, on ne va pas jusque-là, mais réussir à rentrer dans le troupeau comme si on faisait partie du troupeau. Quoi. Pour gagner leur confiance. Oui, tout à fait. Est-ce que les liens, tous les deux, avec vos animaux ont évolué ces dernières années? Est-ce que la relation homme-bête a vraiment évolué? Éric? Non, je ne pense pas, parce que moi, je suis fils d'agriculteur, donc j'ai grandi dedans. Donc c'est vrai que je pense que le contact, la relation est restée la même quand même. Le bien-être animal, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Maintenant, ça a été médiatisé, mais je pense que depuis tout temps, l'agriculteur est quand même au contact des animaux. Il y a quand même le bien-être est quand même présent depuis. Ouais. Alors vous qui sillonnez les exploitations, docteur Toudou, vous en parlez beaucoup dans vos brefs d'étables, souvent que c'est cash, sans détour, mais aussi très émouvant. Vous diriez ça, il y a beaucoup d'amour tout simplement dans les campagnes? Alors d'amour, je ne sais pas, mais c'est vrai que la relation entre les agriculteurs, les éleveurs et leurs animaux est forcément très forte. Et c'est quelque chose qu'on constate tous les jours, en fait, dans leur relation avec eux, dans leur façon de bien les traiter, dans leur façon de bien les nourrir aussi. Tout ça, c'est quelque chose qui est important pour l'élevage et qu'on constate
tous les jours au quotidien et qu'importe l'éleveur finalement. Des anecdotes finalement, voilà, vous qui vraiment allez dans toutes les exploitations, est-ce que vous avez des anecdotes de moments forts, voilà, qui pourraient illustrer ce lien? Des moments forts, je pense que un moment qui est particulier, ça va être surtout sur la disparition d'un animal. Moi qui suis vétérinaire, du coup, je suis parfois amené à faire des euthanasies, qui sont des moments qui ne sont pas forcément évidents. Et c'est vrai que avant de côtoyer des éleveurs, je ne pensais pas voir autant de liens en fait envers les animaux. Et c'est vrai que moi, par exemple, ma première euthanasie avec une éleveuse, l'éleveuse est partie et elle voulait pas assister, quoi. Il y a de la pudeur aussi beaucoup. Oui, il y a beaucoup de pudeur aussi, oui, forcément. Adrien, j'ai une question pour vous. Comment va Luna? Elle va bien. Est-ce qu'elle a mis bas? Alors, elle a mis bas plusieurs fois. Donc, elle arrive là à sa 6e mise bas. Alors, justement, si je parle de Luna, peut-être que certaines personnes ne la connaissent pas encore. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, c'est une de vos truies. Et tous ceux qui le souhaitent peuvent suivre ses aventures depuis sa naissance le 30 mars 2018, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ouais. Alors, je vous propose de faire connaissance avec elle tout de suite, voilà, et avec vous, Adrien, à travers cette vidéo. Regardez. Voici Luna, une cochette de 1 an, née ici sur cette ferme de Kéréonec. Et lui, c'est Adrien, son éleveur. On va faire la publication du jour. Hop, et c'est partagé. C'est fait, c'est en ligne. Vous l'aurez compris, Luna n'est pas une truie comme les autres. Elle a son propre compte Facebook avec plus de 950 abonnés. Une idée originale venue à Adrien pendant les visites à la ferme qu'il organise depuis plusieurs années. Il voulait toucher un public plus large. Sur la page de Luna, on voit toute sa croissance, déjà qu'on a pu suivre de la naissance, son passage en engraissement. Donc maintenant, elle est arrivée en gestation, puisqu'elle a été inséminée. Donc on voit toute l'évolution des stades physiologiques et toutes les interventions qu'on peut faire sur les animaux dans l'élevage. Les gens ont perdu un peu la notion de ce qu'on fait dans nos élevages, la notion de l'agriculture en général. Et donc, effectivement, il y a besoin de communiquer, expliquer aux gens comment on travaille, pourquoi on fait certaines choses et comment on les fait. J'essaye de convaincre personne, déjà. Je pense que mon but, c'est d'apporter des informations, d'expliquer comment on travaille et à chacun de se faire son idée sur est-ce que les animaux sont bien traités ou pas, est-ce qu'ils sont dans des conditions de logement qui sont acceptables ou pas. Et voilà, moi, je suis fier de mon métier. Ça m'apporte de la satisfaction, de la reconnaissance aussi, je pense, parce qu'il y a des commentaires qui sont encourageants. Ça me coûte un petit peu en temps, mais bon, c'est fait avec plaisir. Et puis, c'est toujours dans un élan collectif, en tout cas, de communiquer pour le bien de la profession. Je ne sais pas trop ce qu'elle en pense, Luna. Je ne sais pas si elle s'en rend compte, mais parfois, elle fait sa star pour faire les photos. C'est assez amusant. Alors Adrien, voilà, vous communiquez beaucoup. C'est parce que vous l'aimez par-dessus tout, Luna, ou c'est vraiment important, voilà, de toujours communiquer, notamment sur cette notion de bientraitance? Que j'aime Luna par-dessus tout, c'est peut-être beaucoup dire. Enfin, j'aime toutes mes truies, de toute façon, je m'en occupe. Luna est mise en avant, mais toutes les truies de troupeau sont traitées de la même façon, donc il n'y a pas de spécificité pour Luna, quoi. C'est vraiment important, voilà, de communiquer sans cesse. C'est important de communiquer parce que c'est un peu ce que je disais dans la vidéo. Ça n'a pas changé en 2 ans. Il y a toujours une attente d'information de la part du public et du consommateur. Donc il faut réussir à lui apporter ces informations de manière la plus transparente possible, quoi. Qu'est-ce que ça représente, le temps que vous consacrez à cette communication? Je ne sais pas, je ne le compte pas, sinon ça me ferait peur. Mais c'est, on va dire plusieurs heures par semaine, c'est sûr. Ouais. Est-ce que c'est spontané ou est-ce que on vous accompagne aussi, vos structures, vos filières peut-être sur cette communication? Pour ma part, c'était une démarche complètement spontanée. Après, on peut s'appuyer sur nos structures, évidemment.
Mais je pense que la meilleure communication, c'est celle qui vient de l'éleveur directement, quoi. Concrètement, chez vous, Éric Leroy, ça passe par quoi, ce bien-être animal au quotidien? Est-ce que ça passe par l'alimentation, les bâtiments? Expliquez-nous vraiment. Les bêtes, on essaie de laisser au maximum dehors quand les conditions climatiques le peuvent. Après, l'hiver, quand il pleut tous les jours, les vaches sont comme nous, elles n'aiment pas forcément rester dehors. Du coup, là, elles sont sur une aire paillée. Donc, elles ont libre accès à l'alimentation, donc des betteraves, du maïs, de l'herbe conservée. Et elles ont de la musique aussi. Quel type de musique? Celle qui passe le mieux. C'est-à-dire? RBO, on va rester un peu dans du local. Non, ou It West. Elles ont des préférences? Le rock? Elles ne choisissent pas, c'est moi. D'accord. Et pourquoi de la musique, tout simplement? Quel est l'effet? Je sais pas, je trouve que ça les rend plus calmes, et ben pour moi aussi, parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir un fond toute la journée. Donc elles ont ça nuit et jour. Et quand les vaches sont dehors, c'est les moineaux qui en profitent. Vous mettez de la musique aussi à vos cochons, Adrien? Non. Non, autre chose, peut-être? Non, d'autres. Est-ce que ça demande tout simplement beaucoup d'investissement aussi, de penser au bien-être, de toujours améliorer le bien-être de ces animaux? L'investissement, pas forcément, parce que l'investissement, c'est aussi du temps. Parce que c'est vrai que on essaie de laisser au maximum dehors, donc il faut quand même avoir des surfaces pâturables. Après, le choix de l'herbe, de mettre sur paille plutôt que sur des logettes, c'est vrai que ça demande peut-être un peu plus de temps aussi. Mais non, d'une façon générale. Pour vous, ça n'a pas un coût particulier? Non. Pour vous, Adrien? Oui, en élevage de porc, il y a des investissements parce que la réglementation a évolué et nous oblige à certaines choses. Donc, il faut parfois réadapter les bâtiments. En ce moment, on doit mettre des matériaux manipulables aux animaux. Donc, il y a un peu d'investissement à faire. Des matériaux manipulables, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut que les cochons puissent exprimer leurs besoins de fouiner ou de mâchouiller. Donc, on leur apporte des matériaux. Ça peut être de la fibre de coco, du chanvre, de la toile de jute ou du bois, simplement, pour qu'ils puissent exprimer ce besoin-là. D'accord. Alors, est-ce que, je vous pose la question à tous les deux, concilier la sensibilité des animaux, le travail de l'éleveur et le regard de la société, est-ce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué? Et dans quelle mesure? Peut-être Adrien? C'est pas simple, parce que il y a des attentes de la société qui sont très fortes. Et je vais faire un peu le mea culpa de la profession, mais c'est vrai qu'il y a un temps d'inertie qui est peut-être mal vécu par une part de la société, mais parce que l'agriculture, c'est compliqué. Il faut du temps. Oui, il faut du temps, et c'est un jeu de compromis en permanence, d'équilibre. Il faut s'adapter, donc ça demande du temps aux agriculteurs de passer le cap et d'avancer. Est-ce que ces regards, parfois critiques, exacerbés, ça vous touche? Comment vous le vivez, Éric? Oui, évidemment, ça nous touche. C'est vrai que souvent, les reportages, il y a des reportages qui sont faits, et c'est vrai que on a l'impression que des reportages sur des élevages étrangers sont comparés aux nôtres, et on a l'impression qu'on nous met dans le même bain, alors que non, on a quand même ici en Bretagne, en France, on a quand même fait de sacrés efforts, et je pense qu'on est dans le top du niveau bien-être et niveau relation avec les animaux. On est bien ici. D'où l'importance de communiquer, justement, tout à fait, dessus. Alors, on va parler des antibiotiques. C'est un sujet. Les chiffres ANSES, je parle sous votre couvert, Doc Toudou, les chiffres de l'Agence de sécurité sanitaire, les ventes d'antibiotiques aux élevages par les laboratoires vétérinaires auraient baissé de 53% par rapport à 2011, l'année de référence, en fait, du premier plan éco-antibio de réduction des antibiotiques. Est-ce que c'est des chiffres que vous pouvez confirmer? Ah oui, bien sûr, oui. Bien sûr, oui. Il y a eu un gros travail qui a été réalisé conjointement entre les vétérinaires et les éleveurs, qui fait qu'aujourd'hui, très clairement, on est les champions de l'antibiorésistance, de l'anti-antibiorésistance.
Alors, ces chiffres-là sont intéressants parce qu'on parle en tonnage d'antibiotiques globaux, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des antibiotiques critiques qui, eux, sont totalement interdits et qui ont été réduits de près de 98% en élevage et qui sont quasiment inexistants aujourd'hui dans tous les types d'élevage, que ce soit en laitier, que ce soit en porcin, etc. C'est fort, du coup. Ah oui, très clairement, je pense que l'élevage est un exemple en termes d'antibiorésistance d'une manière générale. Ouais. Et alors, si on n'utilise pas d'antibiotiques, c'est quoi l'alternative aujourd'hui? Alors, on en utilise quand même. Moins, mais on en utilise, mais disons qu'on travaille différemment. Les éleveurs vont travailler plus sur l'aspect zootechnique, sur la prévention, alors qu'à une époque, c'est vrai qu'on a fait des bêtises avec les antibiotiques, il ne faut pas se le cacher. Mais vous avez changé vos manières de faire, comme dit Doc Toudou? Beaucoup. On s'est adapté aussi à ce plan éco-antibio. Donc, effectivement, on a supprimé les antibiotiques critiques. En élevage de porc, on a supprimé les antibiotiques facteurs de croissance qu'on avait un peu facilement utilisés il y a une vingtaine d'années. Donc aujourd'hui, tout ça s'est arrêté. Moi, c'est énorme. Pour donner des chiffres simples, aujourd'hui, je consomme pour 400 € d'antibiotiques pour 4000 animaux produits. Donc, c'est vraiment peanuts. Après, il faut en utiliser quand on a des animaux malades. Il n'y a pas de honte à utiliser des antibiotiques, ils sont là pour ça. Mais effectivement, on a réduit drastiquement notre recours. Et c'est plus... Avant, c'était un peu le truc qu'on allait chercher dès qu'il y avait un pépin. Et aujourd'hui, on travaille sur d'autres solutions beaucoup de préventifs par la vaccination, par la biosécurité, l'hygiène en élevage, le respect la conduite en bande et tout ça. Ce sont des choses qui ont permis de limiter les risques sanitaires. Et après, on va, par exemple, utiliser des kaolins comme pansement gastrique ou ce genre de choses-là. Donc, on essaye de ne pas aller directement vers l'antibio de manière systématique, quoi. Doc Toudou, est-ce qu'on soigne aujourd'hui ces vaches, ces animaux, un peu plus caricatural, mais comment on soigne nos animaux de compagnie? Alors, plus ou moins. Disons que ce n'est pas la même approche, forcément. Mais au final, quand on parle d'antibiotiques, par exemple, on utilise vraiment des antibiotiques ou n'importe quel médicament vraiment pour soigner, quoi. On n'est pas du tout dans un réflexe de facteur de croissance, de promoteur de croissance comme il y a pu avoir avant. Donc oui, très clairement, quand on utilise des médicaments, des antibiotiques, on s'en sert avant tout pour soigner, exactement comme on fait avec nos animaux de compagnie, sauf que c'est pas tout à fait la même façon de travailler, mais c'est le même schéma, oui. Alors, on va se poser la question aussi de l'élevage hors sol. Ça préoccupe certains consommateurs. Rappelez-nous, voilà, déjà, qu'est-ce que c'est un élevage hors sol? Je ne sais pas qui veut répondre. Le principe de l'élevage hors sol, c'est typiquement ce qu'on retrouve en porc ou en volaille. En France, 95% des cochons sont élevés, on va dire, hors sol. Alors, la notion de hors sol me gêne un petit peu parce que finalement, il y a toujours un lien au sol, puisque j'ai mon troupeau de truies, mais j'ai également des cultures de céréales à côté. Donc il y a quand même un lien au sol qui est réel. On a appelé ça hors sol parce que les animaux sont élevés en bâtiment. L'idée du bâtiment, c'était d'apporter du confort aussi aux animaux, c'est-à-dire les bâtiments sont chauffés aux besoins des animaux. Ça permet aussi, on parlait de biosécurité tout à l'heure, de protéger les animaux des germes ou des pathogènes qui sont présents dans la nature. Et puis, ça permettait aussi d'organiser le travail et de gagner en rentabilité ou en efficacité de travail, en tout cas. Parce que on parle du confort des animaux, il faut parler aussi du confort de l'éleveur. Avec le temps qu'il fait aujourd'hui, aller s'occuper des cochons en plein air, c'est notre paire de manches, quoi. Il y a aussi des normes de bien-être à respecter en hors sol. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup bien sûr, on est très, très contrôlé. Les normes évoluent en permanence au gré des attentes de la société aussi.
Alors, ça a été en 2013, par exemple, les truies qui étaient en gestation en stall individuel. Aujourd'hui, elles sont toutes en liberté. Donc par groupe, alors soit des petits groupes, soit des grands groupes, ça dépend du choix des éleveurs. Mais voilà, ce sont des choses qui ont évolué, quoi. Justement, vous parliez de la mise bas des truies. Il y a beaucoup d'expérimentation dans ce domaine-là en ce moment et en Bretagne. Alors, je n'ai pas de chiffres précis, mais je sais que, effectivement, il y a quelques éleveurs qui sont en situation où leurs maternités existantes sont obsolètes et doivent réfléchir à réinvestir. Donc, il y a des expériences qui sont faites dans ce sens-là où on sait bien que la claustration de la truie pendant la période de mise bas gêne une partie de la société. Donc, il y a des éleveurs qui réfléchissent effectivement à laisser les truies en liberté pendant la période de mise bas aussi, quoi. J'ai lu aussi que vous expérimentiez le fait de ne plus couper les queues des cochons. Alors, expliquez-nous, encore une fois, comment vous travaillez, vous expérimentez tout le temps. Alors, en 2 mots, pourquoi on coupe les cochons, on coupe les queues des cochons. C'est une pratique qu'on fait un peu systématiquement parce que le cochon a tendance à vouloir jouer avec la queue de ses congénères et puis il se mordit et puis ça finit par saigner, il se mord et puis ça peut s'aggraver, quoi. Et c'est une pratique qui est dénoncée notamment par les animalistes. Moi, au travers de ma communication, je me suis aussi interrogé sur ce sujet-là. Et donc, je me suis dit, on va voir qu'est-ce que ça donne si on laisse les queues longues aux cochons. Donc, j'ai commencé avec 3 portées par bande. Une bande, chez moi, c'est une vingtaine de truies. Donc 3 portées où j'ai laissé les queues longues. Et effectivement, c'est pas simple. En fait, la codophagie, c'est un problème qui est complexe. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent intervenir indépendamment les uns des autres et parfois plusieurs facteurs en même temps. Donc, quand on a des bandes où ça marche bien, où les cochons n'ont pas de morsure de queue, on n'arrive pas toujours à savoir pourquoi ça a marché. Et quand ça ne marche pas, on n'arrive pas toujours à savoir pourquoi ça ne marche pas non plus. Donc, effectivement, ça fait 3 ans moi, que je fais ces essais-là et on n'a toujours pas trouvé de solution miracle. On a avancé, mais on n'a toujours pas on ne peut pas garantir 100% de réussite en laissant les queues longues aux cochons. Mais vous essayez. Mais on essaye. Alors, Adrien et Dr Toudou, vous êtes très connectés. Est-ce que vous aussi, Eric, sur le terrain, ou par un biais particulier, vous communiquez, vous avez à cœur de communiquer sur vos pratiques? Non. Non, c'est vrai que je n'ai jamais fait de petites films ou de séquences pour parler de ça sur Internet. Alors, en janvier 2020, je crois que le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation avait annoncé des nouvelles mesures pour la protection de l'animal. Il y avait une mesure, c'était désigner dans chaque élevage de volailles et de porcs un référent en charge du bien-être animal. Est-ce que vous en pensez quoi, tout simplement? C'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. C'est une façon de responsabiliser les éleveurs, les salariés aussi en élevage. Parce qu'il faut que... moi, je suis tout seul à travailler sur mon élevage, donc forcément, le référent est tout désigné pour le coup. Mais dans le cas d'élevage où il y a des salariés, effectivement, il faut qu'il y ait une ligne de conduite qui soit donnée, quoi. Ce texte, il parlait d'une formation spécifique. J'imagine que le bien-être est déjà présent dans les formations, dans vos formations d'éleveurs. Oui, bien sûr. On se forme au fil de notre carrière. Alors, soit au travers de la Chambre d'agriculture, de nos propres coopératives et tout ça. En l'occurrence, c'est plus de s'informer sur les nouvelles réglementations qui sont arrivées et puis pour être sûr que tout le monde ait bien compris ce qui est à faire, quoi. Doc Toudou, en quoi vous êtes vraiment partenaire de ces éleveurs sur ce thème de bientraitance au quotidien? Au quotidien, déjà... on est des partenaires privilégiés des agriculteurs, des éleveurs d'une manière générale, de par notre apport en connaissance autour de la physiologie des animaux et de la santé des animaux. Il ne faut pas oublier que la santé, c'est aussi une part très importante du bien-être animal.
Et voilà, on apporte nos connaissances sur un certain nombre de domaines. Très clairement, là, sur les prochaines années, là, enfin, sur les dernières années qui viennent d'arriver, on travaille énormément sur la gestion de la douleur, sur la gestion de la connaissance autour de la douleur de l'animal. C'est quelque chose qui est un petit peu nouveau qui est un petit peu nouveau, qu'on essaye d'aborder d'une façon différente. Ouais, on travaille beaucoup là-dessus, notamment en élevage laitier. On travaille un petit peu sur l'écornage des veaux, sur la gestion de la douleur aussi pendant les vélages, pendant les actes courants. L'écornage des veaux, c'est-à-dire pendant les bourgeonnages des veaux, donc c'est l'écornage pour pas que la vache ait de cornes, pour que le veau ne produise pas de cornes après. Donc ça se fait aux alentours d'un mois et demi, par la brûlure en fait du bourgeon cornual. Et alors c'est vrai que c'est une opération qui potentiellement est génératrice de douleur. Donc depuis plusieurs années déjà, depuis une bonne dizaine d'années, voire une bonne vingtaine d'années, on a intégré l'utilisation d'anti-inflammatoires, d'analgésiques, etc. Là, on est petit à petit en train d'intégrer des formations qui permettent aux éleveurs d'adopter l'anesthésie avant écornage. Voilà, ça c'est un exemple concret parmi tant d'autres. Mais oui, on accompagne forcément les éleveurs dans notre domaine, qui est principalement la santé des animaux, quoi. Les pratiques ont énormément évolué. Voilà, vous en êtes témoin. Oui, après, moi, je travaille que depuis 3 ans et demi, hein, donc, mais c'est vrai que oui, il y a beaucoup d'évolutions qui ont été faites autour du métier d'éleveur, autour du métier, des métiers de manière générale autour du monde animal. Et de toute façon, le monde de l'élevage est un monde en perpétuel mouvement. Et croire que l'élevage d'aujourd'hui ressemblera à l'élevage de demain, on n'est pas dans le vrai en disant ça. Adrien, un mot peut-être sur un autre sujet sur lequel vous travaillez aussi, la castration à vue des porcelets. Ça, là-dessus aussi, il y a vraiment un travail de mener. Alors, il y a un travail de mener. Aujourd'hui, on est un peu dans le flou parce qu'il y a différentes options qui s'adressent à nous. C'est-à-dire, il y a l'option soit de l'arrêt de la castration, simplement, soit de la prise en charge de la douleur. Tout doux, on parlait un instant, hein, chez les vaches et chez les cochons, ça sera la même chose. Aujourd'hui, la castration se pratique sous un antalgique. Donc, on gère la douleur post-opératoire, mais on n'a pas les outils encore pour gérer la douleur au moment de l'opération, quoi. Donc, il y a des choses qui sont en cours là-dessus au niveau de l'INRA ou de l'IFIP. Donc, l'IFIP, c'est l'Institut technique du porc. Il n'y a rien encore de vraiment précis, de défini sur quels seront les usages généralisés demain, quoi. D'accord. Un petit mot, Doc Toudou, vous avez une plume, on peut le dire, pour raconter Je vous invite vraiment à aller voir sur Twitter ce que vous publiez. Vous avez vraiment une plume, une façon de raconter très enlevée, touchante. Je parle donc de vos brèves d'étable. Comment c'est venu cette idée de communiquer par ces brèves d'étable ? Vous voulez la version longue ou la version courte ? Version longue, pourquoi pas. Non. Je vous couperai si vous êtes trop long. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on est arrivé au début de l'été, donc l'été 2020, où on sortait du confinement, on sortait d'une espèce d'émulation qu'il y avait eu autour du monde agricole. Et sur les réseaux, alors en particulier sur Twitter, on a observé quand même un certain retour de bâton, et on a vu quand même un gros agribashing débarquer assez violemment. Et je voyais mes collègues France Agri Tweetos essayer de contrer ça argument par contre-argument. Et moi, je me suis dit que ça amenait pas grand-chose. On se fatigue vite à essayer d'argumenter, etc. Et que ça pouvait être intéressant de plutôt essayer de s'élever au-dessus de la mêlée, essayer de sortir de cette confrontation argument contre argument et essayer d'exprimer et de dire ce qui se passe réellement dans les campagnes. Et mon objectif, c'était un peu de dire
Voilà, vous voulez vraiment critiquer les éleveurs, vous voulez vraiment parler d'eux comme vous le faites, et ben, avant ça, essayez d'apprendre à les connaître, essayez de voir comment est-ce que moi je les vois, et après on pourra discuter, on pourra très bien avoir un débat, mais voilà, c'est souvent quelque chose que moi je constate, c'est que les gens n'ont pas la connaissance qu'il y a autour de l'élevage, autour des éleveurs, et ne savent pas vraiment qui sont ces personnes-là. Et je trouvais ça intéressant de leur raconter comment est-ce que moi je voyais mes éleveurs au quotidien. Et alors, ça donne quoi concrètement? Est-ce que vous pouvez nous donner des petits exemples de brèves, voilà, de réactions, peut-être des dernières brèves que vous avez pu publier? Alors, la dernière que j'ai publiée, c'était sur un petit papy qui a des petites vaches pinoires. Donc, il y a une vieille étable à l'ancienne et donc, qui continue son élevage malgré les années. Et j'ai trouvé ça touchant en fait, de voir un vieil éleveur continuer malgré tout à appeler ça un élevage alors qu'il a 3-4 vaches, mais qu'il y est particulièrement attaché à ces petites vaches et qui continue malgré tout, malgré l'âge, malgré les années à produire un petit peu son lait, quoi, parce que c'est son plaisir, parce que c'est sa passion, parce que c'est sa vie. Aujourd'hui, voilà, vous êtes suivi par combien de personnes? Au début, peut-être combien? Comment ça a pris, en fait? C'est la magie de Twitter. Soit ça prend, soit ça prend pas. Mais Et aujourd'hui, vous avez combien de followers? Je sais plus. Je vous les comptez plus? 9400, quelque chose comme ça, je crois. Mais qu'est-ce que ça révèle selon vous? Et Eric, vous qui êtes peut-être moins sur les réseaux, mais quand vous voyez voilà, beaucoup de followers sur ce genre de thématique, qu'est-ce que ça vous inspire? Si, c'est bien, je suis content de voir ça. C'est vrai qu'on a besoin de communiquer parce que les gens ont perdu le contact avec l'agriculture. Et c'est bien de communiquer, c'est super, c'est une très bonne initiative. Hein. Il y a vraiment ce besoin de lien sans arrêt. Il faut jamais laisser ce lien se distendre, selon vous? Non. Et c'est vrai que la première chose qu'il faudrait faire, je ne sais pas si Adrien le fait, ce serait d'ouvrir plus souvent les portes de nos fermes aux écoles primaires, par exemple, et pour montrer déjà aux gamins qu'est-ce que c'est qu'une vache, un cochon, une volaille. Et c'est vrai que c'est la première chose qu'il faudrait faire. Est-ce que vous le faites de temps en temps? C'est en projet, ouais. Et pourquoi les primaires? Alors, faut commencer tôt. C'est ça, il faut commencer tôt. Ils n'ont pas d'a priori encore à cet âge-là, ils sont entre guillemets innocents. Et c'est vrai je pense que c'est... Après, les grands aussi, hein, ils sont réceptifs, mais je pense que les petits, c'est... Et après, les petits peuvent raconter à leurs parents sans leur propre vision aussi de l'élevage, de ce qu'ils ont vu. Docteur Toudou, qu'est-ce qui vous... On va dire en 2021, qu'est-ce qui vous touche, vous, vous inspire chez les éleveurs, chez les gens de la campagne? Moi, je suis un très grand admirateur, d'une manière générale, du monde agricole, que ce soit les éleveurs, les agriculteurs, etc. Ce sont des gens qui sont passionnés, qui sont passionnants, qui travaillent vraiment très dur au quotidien. Et c'est peut-être cette force de travail-là, cette force de conviction-là, de continuer malgré tout à travailler la terre, à travailler auprès des animaux, malgré les critiques, malgré les difficultés. On voit des gens qui sont vraiment très courageux, et c'est peut-être ça, moi, qui m'inspire le plus auprès d'eux. Est-ce que les éleveurs se confient plus facilement à vous aussi? Est-ce qu'il y a cette relation-là? Alors, je ne sais pas s'ils se confient à tous leurs vétérinaires, mais disons qu'il faut forcer un peu le destin, quoi. On reste boire le café avec eux, on dit oui au petit coup après le boulot, et puis c'est parti, quoi. Enfin, je trouve ça intéressant et important de maintenir ce lien de partenaire. Enfin, moi, je suis très attaché à ce lien-là de partenaire un petit peu privilégié avec les éleveurs, et je trouve que c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant et de plus important dans mon quotidien. Vous parlez des éleveurs, il y a un éleveur en particulier, on peut dire, qui vous a marqué? Votre grand-père? Ah. Eh oui, j'ai fouillé. Ah oui, d'accord. Alors, moi, je ne l'ai jamais connu en tant qu'éleveur.
En tout cas, l'histoire que vous avez racontée, je vous invite encore une fois à aller lire, a beaucoup suscité de réactions, de oh, vous m'avez tiré les larmes. Voilà, ça suscite beaucoup en tout cas de communication. Alors racontez-nous. Ouais, alors mon grand-père, moi je suis breton, hein, mais mon grand-père, lui, enfin une partie de ma famille est issue des Ardennes, donc lui il a été éleveur là-bas dans les Ardennes. Et donc voilà, moi je l'ai jamais connu en tant qu'éleveur, je l'ai connu qu'à la retraite. Et c'est vrai que il y avait cet état d'esprit un petit peu d'incompréhension entre nous. Lui, il parlait pas beaucoup, moi je lui parlais pas beaucoup. Et c'est vrai que j'ai vraiment compris qui il était réellement et qu'est-ce que sa vie représentait réellement une fois que j'ai pu intégrer ce monde-là, ce monde agricole, et que j'ai compris réellement de quel bois il était fait, quoi. Alors, on évoquait tout à l'heure voilà, beaucoup de sujets. Est-ce que les uns et les autres, voilà, il y a d'autres clichés, tout simplement, que vous aimeriez casser ou expliquer, en tout cas? On a tendance à oublier l'éleveur un peu derrière ces animaux. Ce que je veux dire, c'est que on parle, enfin voilà, le sujet c'est le bien-être animal et on a tendance à oublier que l'éleveur, lui aussi, il est poreux de ce qui se passe dans la société. On s'inspire de ça, on n'est pas hermétique. Et donc, c'est pas nouveau le bien-être animal. Ça fait 20 ans que je suis éleveur et ça fait 20 ans que j'ai progressé dans ma façon de faire. C'est pas au quotidien, mais quasi, quoi. Donc, on se remet en cause en permanence. On n'est pas resté sans rien faire jusque-là, quoi. Alors, on a une question en fait du public. Pour vous, Dr Toudou, en tant que vétérinaire, quel est le rôle pour assurer le bien-être en élevage, au-delà des gestes de santé, voilà, quand un éleveur vous appelle? Alors, je n'ai pas tout à fait compris. Est-ce qu'on peut peut-être me préciser? Au-delà de la gestion de la santé, voilà, est-ce que vous avez un rôle, en fait, c'est la question qui nous est posée, au-delà de la santé de l'animal aussi, peut-être? Au-delà de la santé, je pense que... Alors, il y a de plus en plus en fait, d'intervenants qui sont au milieu de l'élevage. Donc, on a des intervenants autour de l'alimentation, autour des bâtiments, etc. Nous, notre rôle, peut-être en tant que vétérinaire, c'est... Globalement, on est les spécialistes du monde animal, avec les éleveurs, bien sûr. Mais voilà, on a peut-être une vision un peu plus globale et pouvoir dire, voilà, cet animal, par exemple, il va bien, il va pas bien. Et on peut éventuellement orienter certaines décisions autour de l'alimentation, autour du bâtiment, autour de la relation avec l'éleveur aussi, hein. Donc oui, on joue peut-être plus le rôle d'alerte et en disant, voilà, là, il y a un problème. Et puis, on a aussi l'avantage, c'est qu'on travaille avec moi, par exemple, dans ma clientèle, on est aux alentours de 150-200 éleveurs. Donc, on peut comparer un peu ce qui se passe aux alentours. On connaît le milieu, on connaît la zone géographique, etc. Et on peut dire, voilà, bah, tiens, chez tel voisin, ça se passe mieux comme ça, vaut mieux que tu travailles comme ça. Et, donc, on a cette vision-là d'ensemble en étant sur le terrain, quoi. Clairement, votre lien privilégié vous emmène parfois aussi tout simplement à les soutenir dans leur quotidien. Oui, alors après, on n'est pas non plus des psys ou des proches. C'est quand il y a un problème dans un élevage, globalement, c'est vers le vétérinaire qu'on se tourne, parce qu'on est ceux qui sont les plus prompts à répondre. Et justement, peut-être Eric et Adrien, est-ce que voilà, vous faites appel régulièrement? Vous avez ce lien l'un et l'autre sur des questions précises? Oui, le vétérinaire, c'est un acteur important autour de notre élevage, quoi. Enfin, comme disait Tudual, il a une vision globale de notre élevage et des élevages autour de nous sur la zone géographique. Donc, il y a un lien en permanence d'échange avec le véto. Après, oui, effectivement, il est là aussi des fois pour tirer la sonnette d'alarme quand il y a quelque chose qui dérape.
Donc, il y a un lien de confiance qui doit être très fort aussi avec le veto, je pense, pour jouer franc jeu sur ce qui se passe dans les élevages, quoi. Alors, on parlait tout à l'heure de certaines expérimentations que, en tout cas, vous êtes toujours en train de réfléchir, de travailler, d'expérimenter. Est-ce que vous êtes novateur aussi peut-être sur d'autres, je pense à certaines médecines douces, que vous pouvez introduire dans vos exploitations? Non, je ne me suis pas penché vers ça. L'un des travaux que j'essaye vraiment d'approfondir, c'est la relation éleveur-animal. On en a parlé au début de l'émission un peu. C'est quelque chose qui est venu un peu au fil du temps et qui aujourd'hui m'intéresse et m'interroge beaucoup. Donc j'essaye beaucoup plus de comprendre le fonctionnement de l'animal, comment je disais tout à l'heure, me fondre dans le troupeau et tout ça. Il y a un travail intéressant à mener là-dessus. Ouais. C'est une vision que vous partagez, Eric? Oui, moi sur mon élevage, du coup, comme dans beaucoup d'élevages, on utilise la phytothérapie, l'homéopathie. Et c'est vrai que tout ce qui est préparation au vélage et ceux qui suivent le vélage, c'est vrai qu'on n'utilise presque plus de produits vétérinaires pour les bêtes. Et il y a du préventif aussi en respiratoire. Pour l'hiver, on utilise des plantes et ça marche relativement bien. Ouais. Quelles plantes utilisez-vous, par exemple? Je ne sais pas, c'est un mélange. C'est à base d'eucalyptus, ça fait surproduire du mucus et du coup, on voit souvent les vaches avec du mucus qui coule du nez et du coup, ça surproduit du mucus et du coup, les virus, quand ils arrivent dans les voies respiratoires, ils sont éjectés tout de suite et c'est vrai que les vaches n'ont pas la grippe hivernale. D'accord. Alors là, vous nous donnez quelques-unes de vos pratiques. Est-ce que vous en avez d'autres peut-être prévues à développer ou sur lesquelles vous réfléchissez? Après, en technique comme ça, il y a des formations qui sont faites avec les chambres d'agriculture. Et normalement, c'est un projet de faire des formations pour approfondir justement l'homéopathie. Et certains élevages travaillent beaucoup avec ça et apparemment, ça marche relativement bien. Ouais. Une réaction peut-être, Dr Toudou, sur ces développements d'alternatives? Alors, moi, je suis assez hermétique à toutes ces nouvelles médecines alternatives, etc. Parce qu'on voit beaucoup de pseudo-médecine, de pseudo-sciences arriver sur le marché et sous couvert de vouloir absolument travailler avec des médecines dites douces, on va utiliser des médecines qui en réalité n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Donc je suis toujours un petit peu méfiant sur toutes ces nouvelles approches. Malgré tout, on reste toujours ouvert à la discussion et voir si effectivement ça peut aider l'éleveur à travailler différemment, à adopter des nouvelles pratiques, etc. Mais moi je suis très attaché à l'aspect scientifique, à l'aspect rationnel et forcément à l'apport de preuves de l'efficacité de toutes les médecines. Donc voilà. Adrien, si vous aviez à vous fixer un défi, tout simplement en termes de bien-être animal ou bien-être tout court au sein de l'exploitation pour 2021, donc pour les prochains mois? Des défis, j'en ai déjà pas mal en cours là, à mener. Donc je vais continuer dans mes essais, dans mes expérimentations et puis espérer trouver des solutions. Mais je pense que j'ai déjà assez à faire. Eric, peut-être, si vous aviez vous aussi à vous fixer un cap sur ce sujet. Prendre des vacances. Ah. C'est un bon cap. En tout cas, j'aimerais que vous terminiez avec chacun. Si vous aviez un message, tout simplement, à faire passer aux téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, Eric. Faites-nous confiance. On est tous les jours avec notre élevage, avec nos bêtes. Et c'est vrai qu'on est en première ligne pour qu'elles se sentent bien et pour leur bien-être. Voilà. Dr Toudou, un message également? Moi, je dirais surtout d'aller
d'aller au-delà des idées reçues, d'aller au-delà de la préconception des gens, que les gens peuvent avoir sur la maltraitance animale, sur le bien-être animal. Le bien-être animal, c'est quelque chose de très complexe et qui ne peut pas être juste résumé avec ça c'est noir, ça c'est blanc. Tout est une nuance de gris et le but du jeu, c'est de réussir à avoir le gris le plus clair possible et on travaille là-dessus. L'élevage travaille là-dessus, les vétérinaires, les éleveurs, les techniciens, les éthologues. C'est un travail d'équipe. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. C'est une thématique qui est à la mode, mais sur laquelle on travaille depuis des années. Et si aujourd'hui on a des solutions à proposer, c'est aussi parce qu'on a travaillé en amont sur ce domaine-là. Alors, avant de donner la parole à Adrien, je vous passe une question qui était posée tout à l'heure. Votre métier, en tout cas, intéresse. Comment devient-on vétérinaire? C'est-à-dire les études, Oui, voilà. Comment vous en êtes-vous arrivé là? Comment moi j'en suis arrivé là? Moi, je voulais travailler surtout dans la nature et si possible auprès des animaux. Et je suis tombé sur un bon compromis. Et voilà, après, moi, je suis passé par un IUT, donc par une formation professionnelle à Brest. Et puis après ça, on a des concours qui nous amènent ensuite en école vétérinaire à Nantes. Et voilà, après, il y a des nouvelles ouvertures aussi pour les jeunes, pour essayer d'attirer un petit peu les jeunes vers la rurale, vers l'élevage, parce qu'on manque un peu de bras dans ce secteur-là. C'est ce qui vous réunit aussi tous les trois, l'amour du voilà. rural, tout simplement. Adrien? Tout à fait, oui. Après, si j'avais un message, c'était que il y a beaucoup d'agriculteurs, d'éleveurs qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont prêts à montrer comment ils travaillent, à expliquer comment ils travaillent. Et que si on a des questions, on est là pour y répondre. Ceux qui cherchent des réponses n'ont pas d'excuse de ne pas les trouver, puisqu'on est là pour y répondre. Et puis, voilà, il y a une très belle communauté d'agriculteurs qui s'appelle France Agritwitos et qu'il ne faut pas hésiter à suivre. Merci en tous les cas, tous les trois, d'être venus témoigner. Et merci à vous également de nous avoir suivis. À très bientôt. Kenavo.